on est à votre disposition 3 quarts d'heure encore pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, à lever la main si vous souhaitez, ou à nous signaler des questions qui seraient déjà dans le chat et auxquelles on n'aurait pas répondu encore au cours de la réunion. On a pu passer à côté de certaines questions. Peut-être, alors en attendant que vous commenciez à noter vos questions, j'ai relevé une question dans le chat qui pourrait concerner les 3 interventions. C'est celle de la prise en compte dans les diagnostics de précarité alimentaire des critères de qualité de l'alimentation. Quand on parle d'accès à l'alimentation, on parle de quelle alimentation et comment dans les diagnostics on arrive à appréhender ça. Je ne sais pas, Marie, Nicolas ou Hélène, est-ce que vous voulez réagir à cette question qui revient beaucoup et qui, je pense, peut être un peu transversale à vos trois retours? Alors, elle était d'abord adressée à la présentation de Marie, si tu veux être la Oui, première ouais, tout à à fait. Et prendre puis, le... merci Mélanie. Et j'ai vu que Nicolas apportait un élément de réponse. Donc, effectivement, dans le cadre de la démarche menée avec Obsolim 34, c'est une dimension qui est peu prise en compte et c'est bien dommage, effectivement, parce que ça fait tout à fait partie des éléments à considérer quand on s'intéresse à la précarité alimentaire, hein. On sait que la précarité alimentaire, ça dépasse de loin la question de la quantité, que la question de la qualité, elle est prédominante. Et dans toutes ces qualités, pas seulement effectivement le volet santé, c'est aussi le volet durabilité, c'est aussi le volet euh, respect des cultures alimentaires de chacun et chacune. Et ça, malheureusement, ça fait pas partie des données qui sont disponibles à l'échelle communale. Après, peut-être que dans le travail qu'on pourra, enfin, que dans le travail que mènera surtout l'association Solinum, on sait que là, pour l'instant, ils référencent beaucoup des associations d'aide alimentaire. Peut-être que dans une démarche de recensement de projets alternatifs à l'aide alimentaire qui ont une intention particulière sur la qualité de l'offre, ça fera partie d'une donnée qu'on pourrait amener progressivement, mais plutôt sur ce qui est disponible sur le territoire. Ouais, je voulais peut-être ajouter que il n'y a pas de données nationales qui permettraient pour chaque commune de pouvoir évaluer l'offre en produits de qualité. Alors, on a fait un travail sur le Grand Montpellier, au-delà même de la métropole, qui était un travail d'enquête et de cartographie des commerces pour identifier si on avait des quartiers dans lesquels il y avait une absence de commerce, et en particulier de commerces qui vendaient des fruits et légumes. Euh, et donc, à partir d'une part des nomenclatures INSEE, des bases de données sur les commerces, et d'autre part à partir des cartographies construites par les citoyens, hein, c'est euh, OpenStreetMap qui cartographie tous les commerces, et en France, c'est relativement couvert. Euh, on s'est rendu compte effectivement qu'on a des quartiers dans lesquels il y a très peu ou assez distants des commerces qui vendent des fruits et légumes. Euh, et c'est ce que aux États-Unis on appelle les déserts alimentaires. Et puis on a au contraire des quartiers dans lesquels l'offre alimentaire, c'est essentiellement une offre de produits grâce à les sucrés, ce que on appelle aussi les marécages alimentaires ou les food swamps. Donc quelque chose qui est très travaillé en Amérique du Nord. Mais la difficulté de faire ça, c'est que ça suffit pas de dire, ah ben il y a un commerce qui vend des fruits et légumes dans le quartier, donc tout va bien, si on ne prend pas en compte la question des prix. Parce qu'en fait, on a plein de commerces d'appoint dans les quartiers, mais dans lesquels les gens vont pas faire l'essentiel de leurs courses parce que c'est vraiment quand il manque quelques oignons, un peu de sel ou un litre d'huile. Et là, quand on a commencé à faire sur 70 points de vente à Montpellier un relevé des prix de produits similaires, alors ce qui est très compliqué parce qu'évidemment les mêmes produits ne sont pas vendus partout, et on voit qu'il y a de très très grandes différences de prix selon les commerces. Donc bon, c'était un moyen de tester un peu une méthode qui permettrait de mieux caractériser la répartition géographique de l'offre alimentaire, de pouvoir commencer à caractériser à terme qui offre des produits bio. Donc ça a été fait dans le cadre de ce projet qui s'appelle le projet Foodscape. Et donc il y a des travaux qui ont été publiés
par l'UMR Moïsa sur ces questions-là, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je vous signale qu'il y a un chercheur INRAE qui s'appelle Simon Vontron, Vontron, qui est à Montpellier dans l'UMR Innovation et qui vraiment travaille maintenant sur cette question de mieux caractériser l'offre spatiale. Alors, il est géographe, c'est aussi pour ça, l'offre dans l'espace de produits alimentaires. Mais voilà, mais on n'a pas ça à l'échelle nationale, donc on est obligé de le faire et c'est assez long, coûteux. On est obligé de le faire à une échelle locale. Et du coup, pour compléter, je pense que c'est aussi là qu'est tout l'intérêt d'aller en rediscuter pour rebondir sur ce que dit Nicolas. Ben, concrètement parlant, l'aller vers, en tout cas en termes de diagnostic, c'est aller vers les publics dans ces quartiers dans lesquels il y a cette offre alimentaire, comprendre pourquoi ils vont ou pas. Si effectivement l'élément prix va être le premier élément qui va jouer, s'il y a d'autres éléments qui vont faire, qui vont plus ou moins aller vers telle offre alimentaire ou pas. Et en fait, c'est là qu'il y a la complémentarité dans le déroulé qu'on a fait aussi, je pense, de se dire, ben, du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut en complément de l'aller vers et qu'il y a d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire, une responsabilité des acteurs qui veulent faire et bien faire, de à la fois se nourrir de ces données pour mieux identifier les risques, mieux comprendre certains des enjeux et aller les creuser en fait, et aller donner aussi la capacité aux personnes avec eux de mieux comprendre et de construire des réponses. Donc pour moi, c'est aussi là qu'il y a un intérêt, c'est que le diagnostic, s'il est pensé enfin, s'il inclut les personnes, ça veut aussi dire qu'il pourra être une base intéressante de construction de la suite et de la réponse. Mais donc sur ces enjeux de qualité, comme sur à peu près tous les enjeux, c'est tout l'intérêt de la complémentarité des approches. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver, qui, je pense, peut concerner aussi vos trois interventions, qui concerne le poids du facteur économique dans la précarité alimentaire et la manière de l'appréhender. Donc, la question est formulée d'abord autour de l'Obsoalim. Pourquoi avoir choisi le critère du revenu disponible, qui ne dit pas tout de la contrainte économique des ménages? Et du coup, je me permets de l'étendre en vous demandant aussi de rebondir, Nicolas et Hélène, sur la manière dont on appréhende la contrainte économique, combien elle pèse et quelles sont les limites dans les manières de l'appréhender dans vos méthodologies respectives. Marie, tu veux commencer? Oui, oui, bien sûr. Merci, Mélanie. Alors, c'est vrai que pour la contrainte économique, l'indicateur qui avait été repéré initialement pour traduire la contrainte économique, c'est celui du seuil de pauvreté à 60%. Et en fait, il se trouve que assez contre-intuitivement, c'est un indicateur qui est disponible aux échelles infracommunales, donc on a utilisé, mais qui n'est pas disponible à l'échelle communale. Et c'est pourquoi on a utilisé l'indicateur qui nous semblait le plus décrire la contrainte économique ensuite et qui était disponible et qui était le revenu disponible. Et du coup, moi, je vais bien compléter sur ces contraintes économiques. En fait, c'est probablement parmi les éléments qui sont les plus complexes à mesurer dans le cadre d'enquête sur les ressources financières. C'est jamais simple d'aller très loin pour mieux comprendre les ressources financières. Mais du coup, c'est là qu'il y a une utilité du croisement des données aussi définitivement. Et en fait, je voulais aussi prendre un peu un contre-champ et redire, par exemple, sur le projet Passerelle, on a essayé de ne pas fonctionner avec un outil qui est très utilisé, qui est le reste à vivre. Pourquoi? Parce que justement, ce reste à vivre, il est très complexe à calculer et du coup, il va être très dépendant du niveau de données formelles et justifiables qu'ont les personnes pour justifier de leurs ressources. Donc, par exemple, un endettement auprès d'une personne de sa famille, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Et du coup, ça veut dire que c'est pas forcément documentable et justifiable. Donc, il y a plein d'éléments de ressources comme de dépenses qui sont difficiles à intégrer quand on est sur quelque chose de formel ou de formalisé. Et il y a un vrai enjeu sur cette notion de reste à vivre. Et je ferai le lien, mais peut-être que Nicolas pourra me compléter et aura une vision encore plus précise que la mienne là-dessus, sur les travaux qui ont été faits par le CNLE
par le Conseil national de lutte contre les exclusions sur les budgets de référence. Et du coup, justement, sur ces budgets de référence, c'est aussi intéressant de voir comment ils vont varier selon les territoires et comment on peut s'en servir aussi pour appréhender ces enjeux-là et, par exemple, la part de l'alimentation dans le budget et le pourquoi elle devient une variable d'ajustement qui va être liée à d'autres facteurs et d'autres chapitres dans le budget qui vont augmenter, notamment dans les zones urbaines, sur le logement, par exemple. Donc, du coup, il y a plusieurs éléments autour de ces ressources qu'il faut effectivement croiser avec les budgets. Et c'est un des sujets sur lequel je pense que c'est le plus complexe d'être précis et que ça nécessite aussi de faire du qualitatif et pas toujours de vouloir faire rentrer tout dans des chiffres. Pardon d'être un peu caricatural là-dessus. Mais... Mais peut-être pour compléter ce que disent Marie et Hélène, en fait, quand on présente Opsolim, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah, mais ça serait bien si vous pouviez tenir compte de est-ce que les gens, ils ont un jardin, ils peuvent cultiver ou pas. En fait, parce qu'on sait très bien sur le terrain qu'il y a plein de facteurs qui permettent de comprendre comment sont vécues les situations de précarité. Et le fait est que, en fait, la réponse, elle est toujours un peu la même. En fait, on ne les intègre pas parce qu'on n'a pas les données pour le faire. Mais ce que ça révèle, c'est que la France est quand même statistiquement assez mal outillée pour rendre compte des situations de précarité alimentaire. La seule enquête qu'elle a, c'est l'enquête Abena, c'est l'enquête sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. L'enquête Crédoc, INRAE, avec Antoine Bernard dans Raymond, elle nous montre que la moitié des gens qui sont considérés en situation de précarité ne vont pas à l'aide alimentaire. Donc, en fait, ça ne prend qu'une partie, la moitié de la situation. Donc, en fait, je voudrais qu'on rappelle que ce qu'on a essayé de faire avec Vopsalim, ce n'est pas une solution, on va dire, satisfaisante pour moi de réponse à cette question de la caractérisation de la précarité. C'est vraiment une première approche, mais c'était aussi une façon de dire à la Direction générale de la cohésion sociale et au COCOLUPA et à l'ensemble des acteurs, bon, quand on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de croiser des tas de données qui permettent de caractériser, vous voyez bien qu'il nous manque plein de choses. Et donc, il faut que l'INSEE prenne à bras le corps cette question-là et peut-être essaye de travailler avec des gens qui connaissent le terrain à la mise en place d'une enquête régulière qui rend compte de l'évolution de la précarité alimentaire. Et c'est pour ça que les travaux de ACF ou les travaux qui ont été faits, par exemple, sur le non-recours et qui sont plus fins, qui se sont faits en passant par des gens qui connaissent ces situations-là, ça pourrait être un travail collectif qu'on fait avec l'INSEE pour mettre en place un dispositif de suivi de la situation. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation très bizarre. On voit les queues de l'aide alimentaire s'allonger, et puis on a des chiffres, des millions, mais en fait, on est entre 4 et 10. Hein, et donc, pour faire un pilotage de politique publique de lutte contre la précarité alimentaire, quand on est du simple au double, c'est quand même pas très facile. Et donc, on milite beaucoup, mais je crois que le ministère, il est très conscient de ça. Hein. Faut pas, c'est pas parce ils ont pas compris, mais c'est que ça suppose qu'il y ait des moyens déployés à l'INSEE, que ça soit effectivement une priorité politique de changer, en sachant que c'est pas toujours très agréable pour un gouvernement de publier des chiffres qui montrent que dans un pays qui exporte énormément de nourriture, dans un pays qui est un des plus riches du monde, on a plusieurs millions de gens qui ne peuvent pas manger correctement. Et c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est compliqué d'arriver à faire une chose. Ouais, attendez. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs autres questions qui sont arrivées dans le chat, notamment une, pareil, je vais vous proposer de répondre tous les trois, qui concerne la prise en compte de l'inflation aujourd'hui, et notamment les effets de saturation des dispositifs dont on entend beaucoup parler, avec un peu cette interpellation, diagnostiquer la précarité alimentaire, et après, comment est-ce qu'on est en capacité, du coup, de proposer quelque chose à ces publics qu'on a identifiés
identifiés. Et peut-être, Hélène, je te laisse répondre en premier parce que tu l'as évoqué à la fin de ta présentation, aller vers pour proposer quoi ensuite? Est-ce que tu veux réagir à cette question-là? Est-ce que ça met en difficulté des démarches de diagnostic que vous pouvez faire ou est-ce que ça vous interpelle? Alors, totalement, enfin, en tout cas, la question me parle. Oui, enfin, c'est aussi un des éléments que j'avais mis dans les points de vigilance ou les éléments à réfléchir avant de lancer son aller vers. Mais pour moi, c'est même au-delà de l'aller vers, en fait, c'est pour toute action qui est menée. De toute façon, il faut s'interroger sur le fait qu'on aura potentiellement des besoins non couverts qui vont être remontés et quelles réponses on va pouvoir y apporter, en fait. D'une certaine manière, c'est aussi, je couvre un besoin alimentaire, mais la personne a un autre besoin. Du coup, qu'est-ce que j'en fais? Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, je pense, de se dire, de toute façon, j'aurais tendance à dire qu'on fasse un diagnostic ou qu'on mène une action, il faut être conscient du fait qu'on va potentiellement être confronté à d'autres types de besoins ou à des besoins que nous, on ne pourra pas couvrir. Donc ça, c'est un premier élément. Et un second élément, j'aurais tendance à dire, ça dépend, c'est aussi pour ça que je parlais de l'objectif du diagnostic, parce que l'objectif de votre diagnostic, ça peut aussi être de se dire, en fait, je vais analyser la situation sur mon dispositif, mais je vais partager les données et partager les données ou co-construire une enquête avec différents acteurs parce qu'en fait, on n'est pas seul dans la réponse, on n'est jamais seul dans la réponse et du coup, ça me permettra peut-être de mobiliser d'autres acteurs et peut-être que moi, je n'ai pas la réponse pour les publics nouveaux qui viennent vers moi. Est-ce que d'autres ont la réponse ou pas? Donc pour moi, ça va aussi avec qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de coordination entre les acteurs, qu'est-ce qu'il y a derrière en termes et de mise en place de cadres de coordination entre les acteurs et pas seulement entre les acteurs de l'aide alimentaire, parce qu'on voit bien que les personnes ne sont pas que à l'aide alimentaire, les personnes concernées par la précarité alimentaire, donc c'est forcément plus large. Et deux, ça veut aussi dire est-ce que j'assume avec mes données de faire du plaidoyer et du coup de challenger aussi des éléments plus systémiques et de faire des propositions plus systémiques. Dans les discours qu'on a là et qu'on entend aussi des acteurs de l'aide alimentaire qui se retrouvent avec une fréquentation très importante, il y a aussi le fait de ne pas être, eux, la réponse à la pauvreté, en fait. Et du coup, que ça veut aussi dire qu'on met en évidence des besoins de mesures et de politiques qui vont dépasser nos moyens à nous et le fait de mobiliser des moyens pour l'aide alimentaire, en fait. Donc, c'est aussi jusqu'à quel point j'assume que collecter de la donnée, aller vers les personnes, voire que je le mets en objectif principal de mon diagnostic, c'est pour mobiliser des moyens supplémentaires pour les publics et pour des politiques publiques qui vont vers eux. Est-ce que je peux juste ajouter le Opsoalim, ce qu'on commence à entendre comme retour des usagers, c'est la compréhension que la précarité alimentaire, c'est pas uniquement une histoire de revenus insuffisants et que ça se mesure pas exclusivement par l'approche pauvreté, qu'il y a d'autres facteurs. La deuxième chose, c'est que pour certains acteurs, c'est un moyen d'identifier ce qu'ils appellent les zones blanches, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il semble y avoir un risque et il n'y a pas de dispositif de solidarité. La troisième chose, c'est que pour certains agents des collectivités territoriales, avoir des cartes détaillées à l'échelle départementale, c'est un moyen de mobiliser les élus et c'est un moyen de sensibiliser pour déclencher en fait des augmentations de moyens. Parce qu'on entend des chiffres à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, il y a aussi des élus qui se disent, bon, on n'est pas forcément nous très concernés. C'est peut-être la banlieue parisienne ou voilà, ou c'est peut-être le nord de Marseille, et puis mais nous, dans notre département. Et quand on voit les cartes et qu'on voit qu'effectivement il y a des zones à risque, bon, bah, ça fait changer peut-être le regard et ça oblige à commencer à s'interroger. Bon, est-ce que dans notre département, il n'y a pas des choses à faire? Donc, c'est aussi un outil de plaidoyer, comme disait Hélène. Et peut-être pour compléter ce que disait Nicolas à l'instant, le fait d'avoir une approche par les risques, ça permet aussi de commencer à développer une vision préventive peut-être des choses, à se rendre compte que dans un contexte d'inflation, quand on voit qu'il y a un territoire qui est qui montre un niveau de risque un peu élevé en matière d'environnement alimentaire, par exemple appauvri,
on va peut-être pas attendre que les situations de précarité alimentaire elles se manifestent par une augmentation de la fréquentation des structures d'aide alimentaire, mais peut-être que c'est un moyen de pilotage de toute une diversité de réponses systémiques, comme le disait Hélène. Et tout à fait d'accord sur cette dimension plaidoyer. Toutes ces démarches doivent pouvoir servir un plaidoyer national. Et je dirais, c'est pas une fin en soi, ces cartographies, c'est un outil pour amorcer un dialogue multi-acteurs et pour provoquer une discussion sur comment on joue dans notre département, quel type de réponse on y apporte. Donc c'est un déclencheur plus qu'un aboutissement. Et du coup, je me permets de rebondir sur ça. Par exemple, une partie des enquêtes très concrètes de terrain qu'on a fait avec des acteurs, notamment sur Paris, un des, un des objectifs, ça a aussi été de se dire, on va présenter avec les acteurs l'enquête dans les cadres de coordination existants. Et mine de rien, on voit, j'ai parlé de graines dans la méthodologie, on voit que ça sème des graines en fait. Parce que du coup, derrière, il peut y avoir des discussions qui ne se faisaient pas dans ces cadres-là qui se font, ou des acteurs qui viennent vers nous en disant, ah, on a trouvé ça intéressant, peut-être que nous aussi, on devrait se poser la question en fait. Ou vous avez pointé que tel besoin, bah, en fait, nous, on pourrait couvrir ces besoins-là et peut-être qu'il faudrait qu'on discute avec le Secours populaire parce que en fait, on est complémentaires. Enfin, c'est caricatural de le présenter comme ça, mais c'est aussi pour mettre un peu du concret derrière ce que je disais en termes de coordination. Pour moi, c'est tout l'intérêt d'un diagnostic, mais effectivement, il faut qu'il soit partagé, en fait. Enfin, partagé dans le sens diffusé, partagé et base d'un échange. Sur le papier et un rapport sur une étagère, c'est pas le propos, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que ce soit autant que faire se peut, des diagnostics multi-acteurs. Et pour revenir sur ce que disait Nicolas, effectivement, en dépassant très largement le cercle des acteurs de lutte contre la précarité et la pauvreté, d'une certaine manière, parce que du coup, sinon, ça restreint en partie le champ de la réflexion ou les personnes auxquelles on va avoir accès. En tout cas, au-delà des acteurs uniquement identifiés comme aide alimentaire et précarité alimentaire. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui est un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire tous les trois. Avant et qui, pour moi, renvoie à avant la mise en œuvre de vos diagnostics, comment convaincre de l'intérêt de ces approches-là, les commanditaires et ceux qui vont réaliser les diagnostics, que bah, c'est aussi une approche. Alors, n'hésitez pas à lever la main aussi, hein, si je retraduis mal vos questions, mais du coup, c'est aussi une forme c'est une approche qui transporte avec elle une certaine définition de la précarité alimentaire qui n'est pas forcément partagée, qui peut se heurter à des préjugés sur la précarité alimentaire. Visiblement, sur le terrain, c'est pas toujours pris comme tel. Voilà, comment convaincre de la pertinence de ces approches. Et je laisse Antoine compléter sa question, s'il le souhaite. Oui, non, c'était plutôt bien synthétisé pour le coup. Non, c'était juste qu'effectivement, dans le cadre de mon précédent poste, j'ai travaillé pour un département sur un diagnostic de précarité alimentaire qui était pour le coup très axé aide alimentaire, vraiment. Et j'ai constaté qu'en fait, quand on essaye d'apporter justement plus d'aller vers, essayer de prendre en compte le non-recours, notamment via les enquêtes terrain, tout ça, on se heurte assez facilement et assez rapidement comment dire, à des préjugés sur la question de la précarité alimentaire notamment, de la part des élus, mais en fait aussi, et c'est pour moi peut-être plus inquiétant et plus limitant, de la part des techniciens qui ne voient pas forcément l'intérêt de ces approches-là. Et donc ma question c'était, oui, bah, est-ce qu'il y a des outils pour sensibiliser ces publics-là à cette thématique-là? Alors, Antoine, tu verras que je t'ai répondu dans le chat en disant faire lire, se nourrir lorsqu'on est pauvre daté des Carmonde, c'est des témoignages et moi je trouve que ça en dit tellement sur à la fois la complexité de ces situations et la diversité de ces situations et l'insuffisance des réponses aujourd'hui apportées que, en tout cas, je vois bien que vis-à-vis des étudiants, quand je leur fais lire, ils me disent souvent, ah ouais, bah, on a compris quelque chose ce jour-là. Bon, il y a sans doute d'autres outils, mais franchement, je trouve que c'est un truc très fort. Et À ma connaissance, il n'y a pas de... Pardon, Marie, vas-y. non, non, Je vas-y, voulais vas-y. qu'on-
À ma connaissance, il n'y a pas de fresque, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un début de travail sur une fresque par, je ne sais plus quel institut, mais bref, à ma connaissance, il n'y a pas de fresque. Après, j'aurais tendance à dire, si on parle d'élus et de techniciens, il y a aussi une manière assez simple qui est de dire organiser enfin, créer des temps, créer des occasions de rencontre, en fait, parce que je pense que c'est aussi des éléments qui vont être assez frappants, en fait. Donc après, il faut que les personnes soient prêtes à partager, mais je pense que dans la logique justement d'aller vers, c'est les inciter à aller vers d'une certaine manière, et pas forcément que sur des lieux de distribution alimentaire, mais je sais pas, dans les centres sociaux des quartiers de leur ville, potentiellement, ils peuvent aussi être, enfin, avoir une rencontre qui leur permet de mieux comprendre cette complexité-là. Et après, je suis complètement d'accord avec Nicolas, et je vous ai mis le lien vers une partie des enquêtes qu'on a faites de terrain. Et je pense qu'effectivement, certaines des enquêtes ou de verbatim ressortant des enquêtes, c'est les meilleures manières d'illustrer. Donc, une rencontre et peut-être faire lire quelques éléments de ce type-là. Et c'est un vrai enjeu sur la sensibilisation de la multifactorialité de cette précarité alimentaire. Et je pense que d'une certaine manière, on le voit dans le déploiement de certaines des politiques publiques. Le Fonds Mieux Manger pour tous qui est sorti récemment et sa mise en œuvre ou son déploiement effectif, ça montre bien qu'il reste un travail de pédagogie à faire au niveau des services pour comprendre la complexité et en même temps la diversité des réponses possibles et des leviers pour l'accès des personnes à une alimentation saine et durable. Donc, il y a un vrai travail, mais je pense que le fait que vous soyez 250 inscrits, ça montre qu'on est un paquet à en être conscient. Et après, je pense que c'est diffuser ce qu'on fait tous et être tous porteurs de cette logique-là. Il faut aller un tout petit peu plus loin et il faut écouter les personnes. Et peut-être je compléterai ce que viennent de dire Hélène et Nicolas. Sur le volet rencontre, bah, c'est vrai que c'est très important. Et dans le cadre de Upsalim 34, nous, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de mettre en œuvre avec une complexité certaine, notamment pour faire venir les élus. Il ne faut pas se mentir, ça reste des contrats d'agenda qui sont difficiles à gérer. Et donc, ça demande voilà, de beaucoup d'anticipation, réussir à trouver la bonne formulation pour les faire accrocher et les faire s'intéresser plus au sujet. Et puis, je terminerai peut-être juste en indiquant que côté Cher, en partenariat avec le CNFPT, on travaille au développement d'un MOOC sur la question de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc, je pense que c'est un vecteur qui apportera un certain nombre voilà, de réponses et d'éléments de sensibilisation en plus des ressources essentielles qui ont été citées par ailleurs par Hélène et Nicolas et qui sortira fin 2024, début 2025. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je remonte un peu le fil du chat. Une autre question qui nous tient beaucoup à cœur d'ailleurs au réseau CIVAM, c'est comment on met en rapport ces diagnostics de précarité alimentaire avec des potentiels diagnostics agricoles sur les territoires pour apporter des réponses locales et territoriales. La personne demandait si les PAT sont le bon endroit pour faire ça. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ou de premiers éléments de réponse sur cette question? Je ne sais pas si c'est une piste, mais il y a une partie du monde agricole qui continue de dire que sa fonction, c'est de nourrir la population française et la population mondiale, et que l'enjeu de la sécurité alimentaire, c'est un enjeu de quantité. Produire beaucoup pour nourrir tout le monde, sinon on ne va pas s'en sortir. Et je pense qu'on a vraiment besoin de faire dialoguer des gens qui travaillent sur les questions de précarité alimentaire, aussi avec le monde agricole. Alors, notamment pour faire changer cette vision très quantitativiste de la sécurité alimentaire. Euh, et, et en même temps aussi, peut-être pour arriver à retisser des liens de solidarité, parce qu'en fait, la précarité alimentaire, vous avez vu sur la carte de l'Hérault, bah, c'est pas Montpellier, enfin, même s'il y a des quartiers à Montpellier dans lesquels il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup des zones rurales dans lesquelles il y a de l'agriculture, et c'est le paradoxe qu'on connaît bien, c'est que ben, l'insécurité alimentaire ou la précarité alimentaire, elle touche aussi beaucoup d'agriculteurs isolés âgés, avec très très peu de revenus, et c'est pas parce qu'ils ont éventuellement un bout de jardin qu'ils arrivent à correctement se nourrir. Donc,
à nouveau arriver à faire se rencontrer ces acteurs-là et aussi comprendre la complexité des choses, enfin, la complexité de ces situations. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui peut se faire et les PAT peuvent être cette réponse, mais parfois les PAT, ils sont soit initiés par un milieu très agricole, mais pas forcément avec un dialogue sur les questions de précarité, même si c'est en train de devenir de plus en plus. Dans d'autres cas, c'est très urbain et donc c'est aussi se servir des PAT comme un moyen de renouer des dialogues entre, on va dire de façon un peu caricaturale, entre citadins et agriculteurs. Du coup, peut-être pour compléter sur la question des PAT, oui, je pense que ça peut être un bon cadre. Après, dépendamment des moyens dont disposent les PAT aussi pour ça, et d'une certaine manière aussi du niveau de sensibilisation des techniciens qui portent ces PAT, enfin des personnes qui portent ces PAT et des acteurs politiques qui les portent, parce que justement, ça va être aussi via ces rencontres entre ces mondes-là qu'il faut faire des efforts de pédagogie sur cette complexité, mais complètement d'accord avec Nicolas que c'est absolument nécessaire et que ça permet aussi de démonter des contre-vérités sur comment on répond à l'insécurité alimentaire, parce que c'est quand même, y compris dans beaucoup d'autres pays, pas forcément une question de disponibilité et du coup, enfin, pas forcément une question de disponibilité, quoique ça dépend aussi ce qu'on produit et c'est pas forcément une question de quantité dans pas mal d'endroits, en tout cas, potentiellement de qualité et de type de production, mais pas forcément de quantité. Et certainement pas dans le monde entier et sur une vision très globale du monde, c'est pas la question. C'est vraiment pas la question. C'est plus une question de répartition et de plein d'autres facteurs. Est-ce que Marie, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question-là? Non, non, écoute, les éléments de Nicolas et Hélène étaient déjà bien complets. Mais peut-être que le réseau CIEAM a quelque chose à apporter, Bah, des éléments complémentaires. alors, si jamais Nicolas Berzotti, tu veux prendre la parole, n'hésite pas. En tout cas, c'était une des motivations pour organiser ce webinaire aujourd'hui, c'est que le réseau CIVAM réalise des diagnostics de ferme, des diagnostics agricoles sur, par exemple, les questions de transmission à l'échelle des territoires. Et il commence à être sollicité sur les questions de diagnostic de précarité alimentaire. Le gros enjeu pour nous, c'est comment est-ce que on arrime tout ça et on met tout ça un peu en regard. Donc, c'est une question qui va plutôt suivre ce webinaire et pour notre montée en compétence sur cette question-là. Est-ce que Nicolas, tu veux apporter Oui, quelque chose? simplement pour abonder dans le sens de Nicolas Bricas, quand effectivement on est la partie du monde agricole qui soulève vraiment l'intérêt de dire qu'il faut croiser les regards sur ces questions-là, qu'il faut qu'effectivement un projet alimentaire territorial, ça peut être un formidable levier à condition qu'on réunisse les acteurs sur le territoire en fait et croiser ces regards-là. Et effectivement, on ne peut pas s'appuyer que sur des logiques de volume où cette entrée-là, elle n'est pas appropriée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, on, on- on encourage et on veut être en appui de nos collectifs et de nos partenaires sur comment introduire plus de démocratie dans ces échanges-là et gagner en connaissance de cause. Je propose de prendre une dernière question et après de conclure ce cycle-là. Il y avait plusieurs questions tout au long du chat sur les très petites communes. Alors, ça concernait les données du coup statistiques au niveau de l'Obsoalim. Et peut-être qu'on peut un peu étendre cette question-là sur les situations rencontrées par les très petites communes pour collecter les données, pour aller vers avec des enjeux peut-être d'anonymat qui sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous prenez en compte ce facteur-là? Et pareil, je m'adresse à tous les trois. Bah, peut-être pour commencer sur Obsolim, parce qu'il y aura peut-être moins de choses à dire que sur les enjeux sur l'aller vert. Effectivement, la contrainte rencontrée, c'est que
il y a beaucoup de secrets statistiques, donc une indisponibilité des données du fait d'un trop faible population qui risquerait effectivement de compromettre l'anonymat des gens parce qu'on peut raccorder des chiffres à des situations de vie et à des personnes derrière. Et donc ça apporte une contrainte pour mener un exercice du type de celui qu'on a mené sur estimation d'un risque de précarité alimentaire, effectivement. Je ne sais pas si Nicolas veut compléter, mais qu'il n'hésite pas. Non, non, tu as tout dit. Et alors, du coup, sur les contraintes par rapport à l'aller vers sur des petites communes, j'aurais tendance à dire qu'il y a à la fois une opportunité parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur un échantillon très important, mais par contre, inversement, des enjeux de confidentialité très forts. C'est aussi pour ça que je voulais vous présenter l'exemple de la méthodologie dans les squats, là, par boule de neige, parce que typiquement, celle-là prend en considération des éléments qui vont être des éléments de d'enjeux de visibilité pour les personnes, on va dire, et de complexité à être visible ou à être visibilisé, et de confiance, d'une certaine manière, parce que c'est ce qu'il y a derrière cette logique de je te donne un coupon parce que je te connais, et du coup, je suis en confiance pour te le donner parce que la personne qui, moi, m'a indiqué de participer à ça, etc. Ce que j'ai pas précisé sur cette méthodologie-là, c'est aussi le lieu où serait déployée l'enquête. Il y a une vraie réflexion avec les acteurs sur ces enjeux de confidentialité. Donc j'aurais tendance à dire sur un petit territoire, ça peut être exactement la même chose. On peut faire des enquêtes par téléphone et du coup recruter des personnes avec lesquelles on va faire des enquêtes via ces logiques-là de confiance, en fait. Donc du coup, il y a un niveau de confidentialité dans l'inclusion et un niveau de confidentialité dans le déploiement de l'enquête. Donc, il y a une réflexion à avoir justement sur, mais il y a des possibilités de trouver des solutions. Et d'une certaine manière, inversement, totalement, j'aurais tendance à dire, ça peut aussi être de faire un choix dans un petit territoire, mettre en place un comité local autour de l'alimentation et d'avoir de manière publique une logique de on veut tous ensemble, parce qu'on est sur un petit territoire, co-construire et trouver des solutions. Donc, du coup, il y a un peu des deux, en fait. Potentiellement, le diagnostic, il va se faire de manière ultra discrète, mais il y a des manières de le faire. Soit, inversement, on fait le choix de se dire, en fait, on va être totalement public et on va l'inscrire dans quelque chose de plus vaste qui va être de la co-construction de la réponse en même temps. Avec le bémol de qui vient et qui j'ai autour de la table. Et si j'ai pas la diversité des personnes qui sont sur mon territoire, comment je fais pour les y amener ou pour considérer que de facto j'ai un biais en fait et que je pourrais pas présenter ce qu'on va construire comme absolument représentatif de la population. Mais voilà, du coup je pense qu'il y a il y a plein d'options et il y a des choix à faire, mais comme il y a des choix à faire pour tout type de démarche de ce type-là. Je voudrais juste ajouter deux petites choses. C'est quand on lit les ouvrages de Rosan-Vallon, on comprend que l'appareillage statistique et la connaissance des politiques de la population française est devenue très, très imparfaite et qu'on a perdu une partie de la population qui ne veut plus répondre aux enquêtes, qui ne répond pas à la plupart des instituts de sondage parce qu'ils sont réalisés en ligne. On paye un peu des gens pour évaluer des brosses à dents et en même temps donner leur avis politique et en même temps essayer de mesurer leur précarité. Et tout ça dans un même questionnaire qui va durer trois quarts d'heure. Et qu'on sait très bien qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui ne jouent pas ce jeu et qui n'ont même pas les moyens de pouvoir le jouer d'ailleurs. Donc la pauvreté, c'est aussi l'invisibilisation d'une partie de la population. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et donc c'est vrai qu'on peut compenser en se disant, bon, bah, il faut réinvestir localement des capacités d'aller vers et de retrouver. Je voudrais juste citer l'exemple des Québécois et de ce qu'ils appellent les tables de la sécurité alimentaire, qui sont dans des quartiers, ce qu'ils appellent des communautés au Québec, et qui sont en fait des quartiers, souvent très d'ailleurs multiculturels. Ben, il y a des gens qui s'activent pour organiser des tables, comme ils disent, c'est-à-dire en fait des réunions d'habitants du quartier qui discutent des situations de précarité en général, et notamment alimentaire, dans les tables de sécurité alimentaire, et qui font remonter aussi aux politiques des propositions.
C'est aller, par exemple, dans certains arrondissements de Montréal jusqu'à l'interdiction des fast-foods dans certains endroits, avec une vraie bagarre qui a duré des années, qui a fini par obtenir gain de cause. Donc, il y a une vieille habitude, on va dire, de l'action sociale au Canada, ou en tout cas au Québec, qui n'est pas la nôtre en France, mais dont on peut s'inspirer. Et cette idée d'avoir des espaces dans les quartiers, dans les communautés de communes, dans les villages, des espaces où on peut venir par l'alimentation, en fait, se resocialiser, discuter en fait de la façon dont on veut construire son monde, c'est aussi des choses qu'on essaie d'encourager avec cette idée de maison solidaire de l'alimentation, donc d'espaces où on peut venir prendre un café et puis progressivement aussi trouver des produits et puis progressivement faire des propositions politiques, en fait reprendre la main sur son alimentation. Et c'est vrai, enfin, ça va complètement dans le sens de ce que disait Nicolas Verzotti, c'est activer de la démocratie alimentaire à des échelles très locales. Un très, très grand merci à tous les trois pour vos interventions, à Nicolas pour cette belle conclusion. Nous allons mettre en ligne les vidéos des interventions. Nous allons vous envoyer l'ensemble des éléments qui ont été évoqués, ainsi que les adresses de contact. Voilà pour tout ce pour cette question qui est revenue souvent dans le chat. N'hésitez pas à aller voir le site de la chaire UNESCO, qui est une mine de ressources, à aller voir aussi le site du CIBAM, où on a pas mal de choses autour de la question de la précarité alimentaire et aussi de l'implication, vu de l'implication des producteurs et les précédents webinaires qui ont pu être faits. Beaucoup de ressources en ligne aussi sur les projets qui ont été évoqués par Hélène, notamment le projet Passerelle, qui est très, très intéressant à aller creuser de plus près. Et n'hésitez pas à faire remonter vos questions par la suite, vos remarques ou à reprendre contact. Merci à tous pour votre participation et un grand merci encore une fois à nos trois intervenants.